Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette 8e e-live conférence organisée par le service d'endocrinologie de l'hôpital de Perpignan. Je vois qu'il n'y a encore personne. Voilà, on va attendre un peu avant de démarrer. Ah, une vue. On a une vue. Je vois un œil sur mon écran. Cela veut dire qu'on a une vue. Bon, ben c'est bien. J'attends que vous mettiez au moins un commentaire pour dire que vous êtes présent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme de coutume, je me présente Nelly Mortiniera. Donc, je voudrais vous remercier d'être toujours présent à ces live conférences. C'est vous qui faites la vie de cet échange. Alors, je vais également me... Voilà, bonjour Madame Elisabeth. Merci de vous être connectés. On va démarrer. Je voudrais m'acquitter de ce devoir de début d'année en vous présentant tous nos voeux les meilleurs pour cette année 2020, en espérant que 2020 soit un 20 sur 20 en matière de santé pour vous tous. Voilà, donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'organise autour d'obésité et diabète, sœurs jumelles ou sœurs ennemies. Donc, l'obésité constitue un risque important pour la santé. L'obésité est considérée de nos jours comme une véritable maladie chronique parce qu'elle va altérer la qualité de vie et va réduire l'espérance de vie de 5 à 10 ans. Donc, en résumé, une personne obèse vivra 5 à 10 ans de moins qu'une personne à poids normal comparée dans les mêmes conditions de santé. L'obésité est la conséquence d'un apport en calories au-delà des besoins de notre corps, au-delà des besoins journaliers et d'une faible utilisation de ces calories en lien direct avec une inactivité physique. L'obésité, elle, se définit surtout par une règle mathématique qui est la division du poids par la valeur de notre taille au carré. On appelle encore cette équation mathématique indice des masses corporelles en français, sinon Body Mass Index pour les anglo-saxons. Donc l'IMC que tout le monde connaît maintenant et qui rentre dans le jargon habituel de la vie courante, va déterminer la catégorie dans laquelle nous nous trouvons. Donc on définit que le sujet normal a un IMC compris entre 18,5 et 25 grosso modo, que le surpoids est compris en IMC entre 25 et 30 et que l'obésité se définit à partir d'une IMC à 30. Donc, on est obèse lorsque l'IMC atteint les 30. Alors, vous savez qu'on parle d'obésité parce qu'obésité, nous sommes dans le sujet où obésité et diabète doivent être des sœurs jumelles ou des sœurs ennemies. Donc, l'obésité, c'est à peu près 600 millions d'adultes obèses dans le monde. 600 millions d'adultes obèses dans le monde. C'est pratiquement 10 fois la population de la France. Et en France, on a une stabilité de l'obésité chez l'adulte depuis une dizaine d'années grâce à des programmes nationaux nutrition santé. Et ces programmes ont permis de stabiliser l'obésité de l'adulte autour des 17%, avec cependant une prédominance masculine en France. Donc 54% des hommes touchés par l'obésité pour 44% de femmes, dans ces 17% de Français obèses. Ce qui est une différence par rapport à l'Afrique, puisque nous sommes dans la francophonie. En Afrique, l'obésité touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Derrière cette prévalence de l'obésité en Afrique, qui est un peu plus importante chez les femmes, c'est aussi une image culturelle. Donc, les études ont montré que l'augmentation vertigineuse de l'obésité à travers le monde s'associe à une augmentation importante du diabète, en particulier le diabète de type 2. En fait, pour chaque kilo pris, le risque de développer le diabète de type 2 est multiplié par 7.
Et on décrit entre 60 et 90% des patients diabétiques de type 2 qui sont ou qui ont été obèses. Donc, l'obésité et le diabète de type 2 sont liés par un mécanisme qu'on appelle l'insulinorésistance. On en a déjà parlé quand on a parlé de diabète. L'insulinorésistance, c'est le fait que notre propre corps résiste à notre propre insuline. Et comment diabète et obésité vont-elles être sœurs jumelles? Je vais essayer de vous l'expliquer par des représentations schématiques. Donc, l'insuline, c'est l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang et qui est produit par le pancréas. Cette insuline, elle a aussi la propriété de mettre en réserve ou de stocker le tissu gras. Donc, un des facteurs qui caractérise le diabète de type 2, qui est l'insulinorésistance, va faire que notre corps va résister à notre propre insuline. Ça, on l'a dit. Que va faire notre pancréas? Il va donc fabriquer, pourquoi est-ce qu'on résiste à notre propre insuline? C'est parce que notre corps, à un moment donné, va fabriquer une insuline de mauvaise qualité. Cette insuline de mauvaise qualité, grosso modo, cette insuline de mauvaise qualité va perdre la capacité à bien réguler le diabète, mais va garder sa fonction de cumul ou de stockage du tissu gras. Donc, on va stocker de plus en plus du tissu gras, mais le pancréas, lui, va croire, puisqu'il a des indicateurs qui montrent que le taux de sucre est toujours trop élevé dans le sang, le pancréas va croire qu'il ne fabrique pas assez d'insuline. Alors, il va en fabriquer encore plus. Il va se mettre à produire cette insuline de mauvaise qualité qui, elle, va continuer à mettre en réserve le tissu gras et donc développer l'obésité. Cette obésité qui, parce que trop de tissu gras, va fatiguer le pancréas qui travaille de plus en plus et de plus en plus beaucoup trop. Donc ce pancréas qui est fatigué va s'épuiser précocement et initier le diabète. C'est dans ce sens que deviennent diabète et obésité des sœurs jumelles. Elles sont donc liées l'une à l'autre à un facteur d'insulinorésistance qui les maintient et qui les auto-entretiennent. Et comment donc elles vont devenir des ennemis? Donc, diabète et obésité vont devenir des ennemis lorsqu'on va décider de briser ce lien filial de sœurs jumelles. Et comment briser ce lien de sœurs jumelles filiales? C'est en essayant d'agir sur une des deux. Celle sur laquelle on va alors agir, c'est sur l'obésité, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il existe quand même des facteurs qui nous permettent d'aider à la perte de poids et de réussir à obtenir quelques résultats sur la perte de poids. En effet, perdre du poids va permettre d'améliorer la qualité de vie, de retrouver une espérance de vie identique à celle des patients à poids normaux. Et d'autre part, perdre du poids va permettre de restaurer l'insulinosensibilité, notre sensibilité à notre propre insuline, donc à briser un des paramètres qui conduit à l'installation du diabète. L'une des clés majeures de la prise en charge du diabète de type 2 est donc de lutter contre la prise de poids. Et pour cela, on va travailler sur 3 axes fondamentaux. On parle là des axes fondamentaux qui sont des axes médicaux. Après, il existe des moyens chirurgicaux pour perdre du poids, mais ce n'est pas le propos. Le propos ici est d'essayer de voir comment on fait le lien entre diabète et obésité. Alors, le premier axe fondamental est l'axe alimentaire. Donc, on va travailler sur l'équilibre alimentaire en évitant de consommer les produits dits hypercaloriques, donc trop chargés en calories, qui sont donc des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. On va apprendre à diversifier son alimentation en essayant d'introduire dans son alimentation toutes les catégories alimentaires. Et le slogan qui dit de respecter 5 fruits et légumes est encore de mise, parce que plus on diversifie, plus on complexifie le repas, mieux c'est. Et ensuite, on va apprendre à se réapproprier ce qu'on appelle les signaux internes. Les signaux internes,
ce sont les indicateurs de notre alimentation, c'est-à-dire qu'on va écouter son corps et essayer de reconnaître la faim et la satiété. Ce sont des sensations bien distinctes qui doivent conduire notre alimentation. Je ne mangerai donc que si j'ai faim et je m'arrête de manger quand cette sensation de faim s'est arrêtée, a disparu, donc je suis à satiété. Mais quand je m'alimente jusqu'au point de ne plus pouvoir, j'ai dépassé la satiété et je suis allé à réplétion. Donc on va travailler sur cet exercice qui nous permet de nous réapproprier les indicateurs qui nous demandent de manger et les indicateurs qui nous disent « ça y est, j'ai récupéré l'énergie suffisante pour continuer à faire tourner l'organisme, donc on peut s'arrêter de me charger en calories ». Le deuxième axe sur lequel il faudra travailler, ce sera l'axe physique. On ne peut pas parler d'agir sur le trop-plein de poids, donc sur l'obésité, sans bouger. On a bien dit que l'obésité, c'est un excès d'apport calorique et un défaut d'utilisation par inactivité. Eh bien, on va apprendre à bouger. On va apprendre à bouger en réalisant même essentiellement une activité physique régulière, hein, tout simplement, 30 minutes à peu près d'activité physique régulière par jour ou 45 minutes 3 fois par semaine. Ceci, il faut savoir qu'il est intéressant de bouger de manière régulière, mais dans une dimension plaisir, c'est-à-dire qu'il faut que j'aime ce que je fais. Si je fais une activité par contrainte, eh ben, très rapidement, je n'étalerai pas cette activité dans la régularité et dans le temps. Donc, on apprendra pour les personnes qui n'ont plus d'activité physique à personnaliser cette activité et à adapter l'entraînement aux capacités du moment. Donc, comme on dit entraînement, on dit possibilité de se réapproprier l'effort. Et pour cela, c'est ce qu'on appelle le reconditionnement à l'effort par la pratique d'activité physique séquencée en intensité, donc en force et en durée. Donc, on va vous apprendre à faire peu au début en fonction de vos capacités, puis on va augmenter progressivement, jusqu'à ce que vous arriviez à faire quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et ça permettra à votre corps d'utiliser les calories qu'il a chargées au moment de l'alimentation. Il va donc apprendre à rebrûler ces calories dont il a été pourvu. Enfin, un troisième axe sur lequel il va falloir que nous travaillions, c'est l'axe comportemental. On sait aujourd'hui que de plus en plus, on établit des liens pathologiques avec l'alimentation, des liens qui ne sont pas sains. On mange maintenant quand on est frustré, on va se jeter sur l'alimentation parce que c'est ce qui ne nous dit rien, ne nous contrarie pas et entraîne un certain plaisir. Mais d'établir un lien pathologique avec l'alimentation, c'est aussi ce qui va nous entraîner vers la surproduction de poids. Donc, parmi ces travers de comportement, on note la frénésie alimentaire. La frénésie alimentaire, c'est quoi? Ce sont des crises alimentaires où on va taper sur tout ce qu'on va trouver parce qu'on a un besoin de remplir, hein, d'aller combler un vide. C'est la frénésie alimentaire. Derrière ça, il existe aussi les compulsions alimentaires. C'est qu'on est attiré par un aliment bien précis. On est omnibulé par cet aliment. Tant qu'on ne l'a pas pris, on ne se sent pas bien. On va le prendre, se surpasser derrière ça, avoir cette sensation de satisfaction après avoir pris cet aliment, mais aussi on développe l'élément de culpabilité. Donc ça, c'est la compulsion. Il existe une troisième dérive alimentaire qui sont les prises alimentaires nocturnes. Se lever la nuit pour manger, ce n'est pas normal. La nuit est faite pour dormir et se régénérer. Mais se lever la nuit et surcharger déjà comme on avait pris dans la journée, mais on en rajoute la nuit, ça devient un lien pas tout à fait normal avec l'aliment. Le dernier comportement qui est le travers
de comportement alimentaire, c'est la notion de ce qu'on appelle la restriction cognitive. Ça veut dire que je mange avec le cerveau, je contrôle tout, je calcule, je suis dans la privation, la réduction tellement intense qu'à un moment donné, je vais craquer parce qu'il est difficile de tenir la restriction cognitive. Donc voilà, il est important de mettre en place ces éléments-là pour agir sur le poids et avoir éventuellement une réponse à la perte de poids qui nous permettra, dans le diabète, de restaurer la sensibilité à notre propre insuline. Donc la lutte dans le diabète de type 2 du poids, c'est parce que poids et obésité deviennent dans ces conditions-là des sœurs ennemies, car le déclin de l'une va entraîner la chute de l'autre. J'espère que je vous ai apporté un éclaircissement dans ma vision de obésité et diabète sœurs jumelles ou sœurs ennemies, et que le cadre de notre discussion a été posé. Donc nous allons de ce pas privilégier, comme on dit, le direct et commencer à répondre à vos questions. Je remercie Lionel Parmentier qui nous présente également ses vœux. Merci. À la nana Anan qui nous salue et Nadine Lefebvre qui probablement nous pose une question. Je ne suis pas concernée par ce problème, mais elle vient de faire une hypoglycémie, le lecteur indiquait 0,85 et je me sentais vraiment très mal. J'ai effectué une lecture au bout d'un doigt qui m'a indiqué 0,55. Je voulais juste signaler qu'il y a une grande différence entre ces deux résultats. Alors, les deux résultats, je pense que vous avez, Nadine, un capteur de glycémie en sous-cutanée qui, effectivement, ne va jamais donner la même réponse à la glycémie capillaire, qui est une glycémie sanguine. Dans un sens, c'est une glycémie en sous-cutanée et dans l'autre, une glycémie sanguine. Mais ce n'est pas là le propos, Nadine. Vous allez vous resucrer et faire ce qu'il faut parce que nous pensons que vous êtes maintenant à même de vous prendre en charge. Les différents lives que nous avons réalisés les fois antérieures ont suffisamment parlé de ces éléments de pratique dans l'autosurveillance glycémique. Hein, ces nouveaux outils d'autosurveillance qui vous dédouanent de vous piquer plusieurs fois ne sont quand même pas une vérité absolue. Donc, vous avez eu raison de faire votre glycémie au doigt et maintenant vous devez réagir. Voilà, donc nous allons continuer dans l'attente de vos questions, le partage, l'échange. Allez-y, n'hésitez pas, posez les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Il n'y a pas de mauvaises questions, il y a tout simplement des questions. Voilà. On va voir également si au courant de la semaine, il y a eu des questions sur la thématique autour du diabète et de l'obésité. Je vois qu'il y a la question de monsieur, une question sur un diabète de type 1 qui prend du poids et qui pense que l'insuline est responsable de cette prise de poids. Mais qui posait également la question de savoir si il y avait possibilité de passer d'un diabète de type 1 à un diabète de type 2. Donc, deux questions en une. Hein. Donc, la première, c'est effectivement, quand on est diabétique de type 1, on peut prendre un petit prorata de poids parce que, effectivement, devant des hypoglycémies itératives, le resucrage va faire que puisqu'on surjoue un peu la dose d'insuline, on va prendre un peu de poids. Mais on ne prend pas du poids de manière très, très massive. Bien qu'il existe quelques diabétiques de type 1 en obésité même, ce qui est assez rare, ce sont des entités bien particulières, hein, mais qui ne sont pas l'apanage de tous les diabétiques de type 1, je vous rassure. Ensuite, savoir si on peut passer du diabète de type 1 au diabète de type 2, c'est plutôt le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir un diabète qui s'annonce comme un diabète de type 2 et qui épuise très très rapidement les réserves pancréatiques et qui font que de diabète de type 2, on est très vite insuliné. On a tendance à l'appeler le diabète de type 1 lent
ou alors un diabète de type 2 qui a épuisé précocement sa faible réserve insulinique, est devenu un diabète insulino-nécessitant. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question de cet internaute qui nous avait envoyé sa question bien avant. Ensuite, Estelle, infirmière Isis Diabète, qui nous dit « Bonjour, le diabète de type 2 peut-il se guérir par une chirurgie bariatrique par exemple ?» La chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'obésité, c'est celle qui fait tabac actuellement. Hein, elle permet d'améliorer la possibilité de perte de poids des personnes obèses, mais en particulier des obésités classées comme morbides, c'est-à-dire avec un IMC au-delà de 40, ou alors des IMC entre 35 et 40, mais avec ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité. Les facteurs de comorbidité, c'est ce que nous avions cité dans les complications du diabète, c'est-à-dire qu'il fallait regarder le diabétique dans un tout et non plus se focaliser que sur le diabète. Le diabète, lorsqu'il s'associe à une hypertension artérielle, à un taux de cholestérol et un excès de production de cholestérol, à de l'obésité et à certains autres facteurs, on a un risque de faire un événement cardiaque assez précoce. Et un IMC chez un patient, même diabétique ou non diabétique, à 35, avec un de ces facteurs de comorbidité, comme également l'apnée du sommeil, qui est quand même un facteur de mort subite important, va être éligible à la chirurgie de l'obésité. Donc cette chirurgie de l'obésité qui va réduire la masse pondérale, permettre aux patients de perdre du poids de manière conséquente, hein, en fonction de la technique de chirurgie. On ne dira pas qu'on guérira du diabète, on est diabétique à vie. Ça, c'est une définition qui reste de mise. Lorsqu'on est diabétique à vie. Mais le fait de perdre de manière massive énormément de poids, on arrive à restaurer la sensibilité de notre corps à notre propre insuline qu'on avait perdue, et donc on reste diabétique, mais on n'a plus besoin de traitement et on normalise nos glycémies. Simplement, il faut savoir qu'il faut continuer à être suivi, parce que dans un futur à court, à moyen ou à long terme, le diabète se réappropriera notre personnalité. Donc, la seule chose qu'on ne peut pas déterminer, c'est qu'après une chirurgie bariatrique, dans combien de temps ce patient diabétique aura à nouveau besoin d'un traitement. D'accord? Mais diabétique, on le reste à vie. Simplement, on a la capacité d'avoir un diabète qui n'a plus besoin du tout de traitement. Voilà. Alors, on a une autre question. Mon fils est diabétique de type 1 depuis 1 an. Il fait 1m61 pour 42 kg, donc il n'est pas du tout en surpoids. Hein. Et depuis peu, il se focus sur son poids et se trouve trop maigre. Il veut donc se suralimenter, ce qui n'est pas bon non plus pour ses glycémies. Nous avons demandé au médecin de nous proposer de faire des analyses cœliaques. Ah, une analyse de la maladie cœliaque. On attend les résultats. Alors, la maladie cœliaque, c'est une autre maladie auto-immune. Je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument faire ces examens-là si il n'existe pas de symptômes en faveur. Mais bon, toujours est-il que votre médecin traitant a lancé les tests pour rechercher cette maladie cœliaque. Il faut savoir que le simple fait qu'il soit diabétique de type 1, vu qu'il n'a plus du tout de réserve en insuline, il ne pourra pas mettre en réserve le tissu gras. Il n'a plus de production d'insuline. Cette insuline, comme je vous l'ai dit hein, dans mon préambule, était l'hormone qui stocke le tissu gras. Étant déficitaire en insuline, il ne peut pas mettre en réserve le tissu gras. Et la quantité d'insuline qu'il lui faut pour son traitement ne l'oblige pas à avoir un surpoids. Il faut tout simplement qu'il ne se préoccupe pas de son poids parce qu'il a déjà à se préoccuper de ses glycémies.
Maintenant, je peux entendre qu'il ne se sent peut-être pas bien autour de cette perte de poids massive. Je ne sais pas trop combien de poids il a perdu. Peut-être qu'il a perdu entre 10 et 15 kilos. Il va rattraper un petit prorata de poids au fur et à mesure, mais pas plus. Après, vous savez, je vous l'ai dit aussi en préambule, l'obésité réduit quand même déjà de 5 à 10 ans l'espérance de vie. Ne cherchons pas plus, hein, soyons aptes à accepter également ce que nous avons et essayons de bien le vivre. Parce que derrière tout ça, c'est vrai, ce sont des maladies au long cours, des maladies donc dites chroniques, des maladies avec lesquelles il va falloir faire toute une vie. Voilà. Alors, ensuite, Monique Liévin-Copper nous dit « Je m'appelle Monique Liévin, je suis de Céré ». Donc, on salue les internautes de Céré. Pouvez-vous nous dire quel comportement adopter lors d'une gastro-entérite? Je ne peux rien avaler à cause des nausées et des vomissements. Comment adapter mon insuline? Je suis sous pompe et donc j'ai une insuline basale qui continue à être injectée. Est-ce suffisant? Alors, oui, c'est suffisant, hein, Monique Liévin. Même si nous ne sommes pas dans le cadre de notre sujet aujourd'hui, bon, ben, je vais répondre à Monique, pour lequel j'ai déjà commencé à lire son libellé. Quand on a une gastro-entérite, que vous ne mangez pas, c'est que vous ayez des nausées et des vomissements, c'est vraiment désagréable. Mais l'insuline basale que vous avez vous permettra, est une insuline de survie. Ça veut dire que cette insulinémie vous permet de tenir entre les repas. Donc, il ne faut pas vous inquiéter parce que vous ne mangez pas. Hein, l'insulinémie basale que vous infuse votre pompe à insuline vous permet de tenir. Il ne faut surtout pas arrêter votre pompe en pensant que parce que vous ne mangez pas, vous devez arrêter la pompe. Vous devez vous surveiller parce qu'effectivement, il peut arriver que sur ce phénomène de nausées, vomissements et peut-être de gastro-entérite qui peut être bactérienne ou virale, vous risquez de vous déséquilibrer. Mais il ne faut pas tenter d'arrêter votre pompe, il ne faut surtout pas vous inquiéter de ne pas manger, il faut ne pas ajuster de bolus si vous ne mangez pas. Hein, après, il faut aller voir votre médecin traitant qui va vous donner un traitement de la gastro-entérite. C'est vrai qu'elle sévit actuellement et que les Pyrénées-Orientales sont à leur pic de gastro-entérite actuellement, gastro-entérite et grippe. Donc, allez voir votre médecin traitant qui va vous donner un traitement qui vous permettra de faire passer la phase en 4 à 5 jours, hein, puisqu'on dit que ces virus-là durent 4 à 5 jours. Donc, c'est 4 à 5 jours un peu difficiles à passer. Mais surveillez-vous, n'arrêtez surtout pas votre pompe, parce que je pense que vous allez vous déséquilibrer plutôt dans le sens de l'hyper, ce qui va permettre d'ajuster un peu, rentrer en contact avec votre médecin traitant pour qu'il vous traite, et dès que vous pourrez vous réalimenter, vous adapterez votre bolus à votre alimentation, et je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc, Karine nous dit que la metformine lui donne à certains repas des troubles gastriques, ce qui est normal. Non, elle nous pose la question de savoir si c'est normal. Un Smecta solutionne le problème, est-ce la bonne méthode? Ça peut être la bonne méthode, effectivement, hein, de prendre du Smecta quand on a des troubles entériques, c'est-à-dire qu'on a comme on dit, que l'intestin pleure. Si votre intestin pleure un peu trop, vous allez penser tout ça par du Smecta. Mais ce qui est surtout important pour vous, Karine, avant que vous ne nous arrêtiez la metformine, c'est de revoir avec votre médecin la dose de metformine que vous prenez. Elle est sûrement un peu trop importante et c'est pour ça que vous avez les effets secondaires de la metformine qui vous donnent des troubles digestifs. Réduire un peu la dose pour que vous puissiez la tolérer au mieux, c'est ce qui serait judiciable dans votre cas pour que vous puissiez maintenir ce traitement au long cours. Voilà. Donc,
Sosten Zangoul du Paradis, qui nous appelle de Bordeaux, hein, qui nous fait un petit coucou de Bordeaux, que je connais très bien. J'attends une question et non juste un petit coucou de très bien. Francisca Iwangu qui appelle fort probablement du Gabon, puisque c'est un nom qui est typiquement bantou. Bonjour et meilleurs vœux. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre le diabète en état normal, celui d'une femme enceinte, et quelles sont les causes du diabète de la femme enceinte. Je pense qu'elle veut savoir comment est-ce qu'on a, on a un diabète de grossesse. Donc le diabète de grossesse, c'est une entité bien spécifique, hein, qui est en lien avec les hormones de la grossesse et une susceptibilité individuelle à devenir un jour probablement diabétique, une prise de poids pendant la grossesse, une prise de poids excessive, hein, pendant la grossesse peut également développer du diabète de grossesse. Mais c'est un diabète qui va naître et qui va mourir avec la grossesse. Donc elle naît à la grossesse et elle disparaît à l'accouchement. Donc ça, c'est ce qui fait pour vous, Francisca, la spécificité de ce diabète de grossesse. La seule chose qu'il faut retenir, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous avez une prédisposition à devenir diabétique et qu'il est impératif qu'au décours de l'accouchement, après votre diabète gestationnel, après la naissance de votre bébé, de maintenir les conseils d'hygiène de vie qu'on vous aura donné pendant ce diabète de grossesse. Il faut faire attention à ce que vous mangez, il faut faire une activité physique régulière et surtout, puisqu'on l'a dit en préambule, bien éviter de prendre du poids. Voilà. Mais le diabète gestationnel, comme il est appelé, est un diabète qui naît avec la grossesse et qui disparaît à l'accouchement. Donc, Lucie Camilleri nous dit qu'avec l'Ozempic, elle a perdu pas mal de poids. Elle voudrait savoir si cette perte de poids va continuer sur le long terme. Merci de votre réponse. Alors, il faut savoir qu'on perd du poids, certes, hein, avec certains traitements, avec la chirurgie bariatrique, avec les méthodes médicales qu'on met en place, l'amélioration, l'équilibration de l'alimentation, l'activité physique et la prise en charge s'il existe de troubles du comportement alimentaire. Donc, tout cela nous permet de perdre du poids, mais il existe une stabilisation pondérale parce qu'on a des indicateurs qui font que on ne va pas perdre. On s'arrête à un moment de perdre parce que notre corps a une homéostasie autour d'un poids. Et ne vous inquiétez pas, vous allez stabiliser sûrement votre perte de poids à un niveau. Peut-être que l'Ozempic vous aide parce que vous êtes très bonne répondeuse à ce médicament, à perdre un bon prorata de poids, mais vous allez stabiliser votre perte de poids à un poids qui sera considéré comme celui où l'Ozempic n'aura plus du tout d'effet. Donc, voilà ce que je peux répondre à votre question, Lucie Camilleri. Voilà, donc... Bélangès Ovono-Mesui, là aussi, c'est typiquement du Gabon. Hein, je reconnais vraiment les noms du Gabon. Je mange moins en féculents. Mes résultats le matin ont tendance à aller vers 1,40 g, 1,50 g. Pourtant, je réduis bien mes féculents dans la journée. Et le soir, comment est-ce que je dois faire? Alors, ça veut dire que vous êtes fort probablement diabétique, Bélangès, et que vous avez probablement un traitement pour votre diabète. Je ne sais pas si ce traitement consiste à... Enfin, je ne sais pas quel est votre traitement pour votre diabète. Et donc, il y a peut-être un ajustement à refaire par rapport à votre traitement dans la mesure où vous faites déjà pas mal. Alors, il faut éviter d'arrêter complètement les féculents parce que les féculents, on en a besoin. Ce sont eux qui vont nous délivrer la quantité de sucre de manière moyenne pour que notre corps, notre pancréas qui est déficitaire quand on est diabétique, arrive à les gérer. Il n'est pas complètement déficitaire, il a du mal à gérer le trop-plein de sucre déversé comme ça dans la circulation, mais avec les féculents, on a une livraison de sucre de manière lente et progressive. Ça, notre pancréas, aidé par les médicaments du diabète, vont pouvoir gérer. Donc, il ne faut pas absolument se priver de féculents. Ce n'est pas le but. Il faut, on vous le dit, gérer la quantité de féculents que vous consommez,
changer les féculents au cours des repas, faire en sorte que ces féculents-là soient de plus en plus complexifiés par d'autres aliments. Donc, il faut les manger dans une alimentation diversifiée. Et ça, pour vous permettre de les assimiler le plus lentement possible. Après, si les matins, vous avez ces glycémies qui sont également modérément élevées, c'est parce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle le phénomène de l'aube, où le foie va déverser dans la circulation du glucose le matin. Et c'est peut-être ce phénomène de l'aube qui se traduit par ces glycémies hautes le matin, alors que dans la journée, chez vous, tout va bien et que votre hémoglobine glyquée également est bonne. Dans ces conditions-là, c'est un phénomène de l'aube que vous développez. Donc, soit c'est un traitement qui est insuffisamment adapté, hein, soit c'est un phénomène de l'aube que vous développez, mais arrêtez de jouer avec vos féculents. Vous en avez quand même besoin parce que le sucre est l'aliment princeps premier du cerveau. Ne vous privez surtout pas de ces sucres que votre corps pourra métaboliser tranquillement. Ce qu'on vous demande d'éviter, ce sont les sucres rapides, c'est-à-dire les goûts sucrés, tous les produits qui sont riches en trop forte quantité de sucre. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à Bélangès et je remercie toutes les personnes qui sont en ce moment en train de suivre et de regarder. Je salue particulièrement la francophonie. Hein, j'espère que vous êtes nombreux et je vois que de plus en plus vous avez compris le principe pour être avec nous et participer à ces live conférences. On espère que ça apportera également le punch à vos médecins en Afrique noire francophone, dans le Maghreb et dans la Caraïbe et jusque dans l'Asie française, hein, pour ne pas être dans une certaine inertie thérapeutique, c'est-à-dire ne pas avoir peur de se lancer dans la stratification des traitements. Parce que pour avoir travaillé effectivement en Afrique, on a un petit retard dans la stratégie d'intensification des traitements. Voilà. Donc, depuis la Martinique, je salue également Cathy qui, toutes les fois, je pense que je vais être en e-live conférence, va me faire le petit coucou. Voilà. En Martinique également, il faut savoir que la prévalence dans les Caraïbes, la prévalence du diabète et de l'obésité en France a une prépondérance particulière dans ces îles de la Caraïbe parce que les us et coutumes alimentaires sont bien particulières et l'activité physique reste encore assez réduite. Il faut aussi savoir que dans le dogme du regard par le prisme de l'Africain, une femme en bonne chair est une femme qui vit bien. Mais voilà, cette obésité, je vous le répète, réduit de 5 à 10% l'espérance de vie. Donc oui, il fut un temps où nous avons accepté d'avoir des femmes belles, bien en chair, avec des rondeurs, mais maintenant il faut savoir que ce n'est pas obligatoirement l'apanage qu'il faut dans la mesure où nous avons déjà en Afrique une espérance de vie assez réduite. Ne rajoutons pas de la souffrance à la souffrance. Voilà, j'espère que je ne fais peur à personne et que je traduis tout simplement ce pourquoi j'estime qu'il faut que les us et les coutumes changent dans nos régions. Voilà. Bon, ben, puisque je vois que diabète et obésité semblent ne pas emmener pas mal de questions, on va repartir donc un peu sur l'explication, enfin sur la discussion. Hein, il faut qu'on continue de discuter et qu'on discute autour du diabète. Alors, effectivement, de nombreux enfants et beaucoup d'adolescents, nous dit Cathy Cartel, que sont impactés par le diabète. Comme je le disais, hein, la prévalence du diabète la plus importante se trouve en Guyane et à La Réunion. On tourne autour de 16% des populations, et ce parce que les us et les coutumes alimentaires sont très très riches.
Donc, effectivement, on retrouve même dans ces zones-là, dans nos zones à nous, du diabète de type 2 chez les enfants, c'est-à-dire le diabète déjà de l'âge mûr chez l'enfant, le diabète en lien avec la surcharge pondérale. Donc effectivement, il faut lutter contre le poids, il faut se préoccuper de cette obésité qui touche l'enfant et qui va faire de lui un adulte stigmatisé, un adulte qui aura beaucoup plus de difficultés, qui rentrera dans sa vie d'adulte déjà avec des problèmes et donc comment est-ce que je vais dire ça, des difficultés, un handicap, voilà, le mot est là, un handicap. Donc, le but n'est pas d'avoir des sociétés d'handicapés, le but est d'améliorer la qualité de vie. Donc, réintroduisons une alimentation saine et variée comme il a toujours été et n'hésitons pas à bouger, bougeons dans une dimension plaisir. En Martinique, comme à La Réunion, comme en Guyane et dans toutes les îles et en Afrique, on a des richesses et des beautés luxuriantes dans nos forêts, dans nos savanes, dans tout ce qui est comment est-ce que je vais dire ça, notre géographie. On a des trésors à découvrir, allons les découvrir parce qu'ils font partie de notre patrimoine. Josiane Gaudin nous dit bonjour, je vous retourne le bonjour Josiane. Mon mari a un diabète de type 2 depuis 1 an, il a un excédent de poids. Notre médecin va le mettre sous metformine, mais il voudrait l'Ozempic car il a une connaissance qui a beaucoup maigri. Doit-il le faire? Merci. Alors, dans un premier temps, les recommandations nous demandent de traiter le diabète par la metformine. La metformine reste encore primum movens dans la prise en charge du diabète. Si maintenant, effectivement, votre mari n'équilibre pas son diabète ou effectivement ne perd pas de poids, parce que là où vous avez raison, c'est de dire qu'il a un excès de poids et qu'il faille agir sur ce poids. Si malgré le fait que vous ayez pris en charge l'alimentation, qu'il ait mis en place une activité physique régulière et que s'il a des petits travers de comportement alimentaire, qu'il ait contrôlé ces travers de comportement avec un traitement par metformine qui est bien conduit et qu'il tolère, oui, pourquoi pas introduire ce qu'on appelle les analogues du GLP-1. Je pense qu'il n'est pas obligé de prendre absolument l'Ozempic, mais les analogues du GLP-1, cette classe de médicaments qui est arrivée et qui va aider votre propre insuline à restaurer cette insulinosensibilité en vous aidant également à perdre du poids, peut être utilisé. Maintenant qu'il utilise l'Ozempic ou un autre analogue du GLP-1, moi je ne suis pas particulièrement gênée. Je pense qu'il y aura un intérêt, mais à condition qu'il ait respecté la stratification de prise en charge de son diabète. Donc, par les mesures hygiéno-diététiques mises en place, le traitement par metformine porté à dose tolérée par votre mari, puis, pourquoi pas, l'introduction effectivement d'un analogue du GLP-1 qui va l'aider à perdre du poids et éventuellement faire en sorte qu'il puisse ne revenir qu'à un seul traitement ou même pouvoir arrêter la metformine et rester sous mesure hygiéno-diététique. Voilà. Peut-on équilibrer son diabète en rééquilibrant juste son alimentation et donc éviter les médicaments? Tout dépend. Tout dépend d'où on se situe par rapport à son diabète. Hein. C'est toujours très compliqué comme ça, brutalement, de dire oui, je peux rééquilibrer mon diabète sans alimentation. Si vous avez un diabète, un prédiabète, hein, comme on dit, si vous êtes dans la phase de prédiabète, oui, une alimentation bien menée, une activité physique et une perte de poids peuvent
vous aider à renormaliser vos glycémies. Mais si vous êtes clairement dans la maladie diabétique, un traitement s'impose, mais effectivement, l'alimentation, et pas que l'alimentation, hein, il ne faut pas se focaliser essentiellement sur l'alimentation, Cathy. Il faut également mettre en place une activité physique régulière et puis ne pas avoir peur de mettre le doigt sur ces travers de comportement, se réapproprier, hein, comme je vous le disais, les signaux internes qui sont ceux de bien reconnaître la faim, de ne manger que quand on a faim et de s'arrêter quand cette sensation de faim disparaît. Hein, cette sensation de faim disparaît, c'est quand on est arrivé à satiété. On ne doit pas aller à réplétion. Donc, on doit déjà se réapproprier les dogmes sains de l'équilibre alimentaire et permettre ainsi de faire en sorte qu'on puisse, rien que par ces méthodes-là, avec le doigt sur les travers de comportement alimentaire qu'on corrige, une activité physique qu'on va faire dans une dimension plaisir et qu'on va pouvoir intensifier pour nous permettre de nous sentir bien, va faire en sorte que, en plus de l'alimentation, on va pouvoir effectivement équilibrer une part. Maintenant, si celle-ci n'est pas suffisante, on va rajouter les traitements du diabète. Alors, Pierre Bénichou, que je salue depuis Montpellier et à qui j'adresse tous mes voeux pour cette nouvelle année, nous dit faut-il mieux manger des féculents à midi ou le soir? Il faut manger des féculents à tous les repas. Il faut manger des féculents à tous les repas parce qu'ils sont pourvoyeurs de sucre. Là où il est important de comprendre, c'est que ces féculents vont livrer lentement et progressivement leur sucre parce qu'il s'agit de sucre complexes, donc des grosses molécules qui vont prendre du temps pour se fractionner et revenir à l'élément fondamental qui nourrit notre corps, qui est le glucose. C'est la raison pour laquelle on privilégie ces féculents en quantité limitée, hein, mais des féculents, il en faut à tous les repas. Ce qu'il ne faut pas, c'est grignoter entre les repas. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir des travers de comportement. Mais il faut avoir une alimentation saine et équilibrée, hein, et manger en toute intelligence, en écoutant son corps. Ensuite, Véronique, est-ce que le diabète se guérit? Bon, je ne répondrai pas à Doukrou, Joël, Série, même si le diabète ne se guérit pas, parce que nous avons dit que c'est une maladie chronique, et qui dit diabète dit maladie à vie. À vie, c'est à vie qu'on a le diabète, Doukrou. J'ai répondu quand même à votre question. Peut-on maigrir pour diminuer les doses d'insuline? Je ne comprends pas trop la question. Peut-on maigrir pour diminuer les doses d'insuline? Oui, ce que je peux dire, c'est que si on perd du poids et qu'on est sous insuline, oui, on va diminuer ces doses d'insuline. D'ailleurs, les patients diabétiques, je vais vous donner un exemple, les patients diabétiques de type 2 qui sont insulinés et chez qui on fait la chirurgie bariatrique, la nana, ces gens-là, souvent, on arrête complètement le traitement insulinique sur une durée déterminée. S'ils avaient des comprimés, des fois même on arrête les comprimés, parce qu'ils ont restauré ce qu'on appelle l'insulinosensibilité avec la perte de poids massive qu'entraîne la chirurgie bariatrique. Donc oui, quand on maigrit de manière massive, quand on est diabétique de type 2 et qu'on maigrit de manière importante, tant que son pancréas n'est pas complètement épuisé, oui, on peut réduire ses doses d'insuline. Mais quand on a beaucoup trop maigri, alors qu'on est diabétique de type 2, on a beaucoup trop maigri et qu'on est déséquilibré, c'est qu'on devient insulino-nécessitant. Ça veut dire qu'en fait, notre pancréas s'épuise de plus en plus, il n'arrive plus à mettre en réserve le tissu gras, et là, il faut venir avec de l'insuline pour compenser le manque. Donc, il y a souvent des nuances qui appartiennent à la compréhension des phénomènes, hein. C'est pour ça que des fois, des questions posées inopinément comme ça, une seule sur un temps T, sont des fois pas simples à répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis diabétique de type 2, j'ai beaucoup de poids, je perds du poids, je peux être amenée à ne plus utiliser de l'insuline si j'avais de l'insuline. Parce que
j'ai perdu du poids par des moyens particuliers. Mais si je perds du poids de manière massive sans comprendre pourquoi, et au fur et à mesure du temps, progressivement, ça veut dire que mon pancréas s'épuise et là, je suis dans la nécessité d'être traité par insuline. Donc vous voyez que ce n'est pas une question simple, il faut être réellement dans le contexte pour pouvoir répondre à votre question. Véronique Montserrat nous dit « Bonjour docteur, je suis sur Xelevia 100 et Stagide. Ma glycémie à jeun est de 1,40 g, voire 1,70 g. Le Stagide a été rajouté au traitement, cela fait 3 mois. Ma glycémie reste haute, l'hémoglobine glyquée est à 6,3. J'ai du poids à perdre parce que j'ai une stéatose hépatique et je fais le yo-yo. Alors la stéatose hépatique, il faut savoir que c'est une des complications de la prise de poids, c'est le fait que du gras va se développer autour du foie et va étouffer le foie en entraînant une incapacité de foie à bien travailler. Donc, on va développer donc une stéatose hépatique avec une graisse particulière qui est une graisse qui fait le lit des événements cardiovasculaires. Dans ces conditions-là, j'aurais tendance à vous dire, Madame Véronique Montserrat, j'aurais moi arrêté le Xelevia puisque vous avez trop de poids, même si votre hémoglobine glyquée est bonne. Le Stagide, je le garde et j'essaie de voir si vous tolérez la metformine à dose plus importante. Et je vous introduirai effectivement un analogue du GLP-1 dans un premier temps pour voir si vous pouvez perdre du poids avec cette molécule. Je vous demanderai également de rééquilibrer votre alimentation, hein, je n'arrêterai pas de le dire, rééquilibrer votre alimentation, de vous réapproprier les sensations internes, puisque si vous perdez du poids en yo-yo, c'est que vous avez fait des régimes et perte prise, on appelle ça l'obésité en accordéon, vous perdez mais vous reprenez un peu plus, puis vous perdez, vous reprenez encore un peu plus, et puis finalement au bout de 10 ans, vous partiez de 70 kg, en ayant perdu prix, vous vous retrouvez à 90 kg de poids, et vous avez l'impression que les régimes ont été un échec. Et donc, ils en sont un. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous arrêterai le Xelevia, j'essaierai de monter la metformine si vous tolérez, et j'introduirai effectivement un analogue du GLP-1, hein, ces médicaments qui ont la capacité ou la possibilité de vous aider à perdre du poids. Et effectivement, on peut discuter dans votre cas, en fonction de votre IMC, la possibilité ou non d'intégrer un parcours de prise en charge de votre obésité médicale dans un premier temps, et si malgré ce, vos facteurs de comorbidité sont importants, pourquoi pas vous amener à la chirurgie bariatrique. Ce qu'il faut en conclusion, Véronique, c'est savoir qu'il y a des possibilités dans votre cas. Il faut tout simplement pouvoir vous voir de manière beaucoup plus précise et savoir en fait ce qu'on pourra vous proposer. Alors, Eva Ramani nous dit bonjour. Est-ce qu'il existe des pilules pour perdre du poids compatibles avec le diabète de type 2? Compatible avec le diabète de type 2, déjà vous avez des traitements dans le diabète de type 2 dont on parle tout au long de cette live conférence, qui peuvent vous aider effectivement à perdre du poids. Si vous parlez de pilules, je pense, vous cherchez un comprimé miracle éventuellement qui pourrait vous aider à faire fondre votre tissu gras. Je crois que ce comprimé miracle n'existe pas. S'il existait, ça se saurait. Mais voilà, dans le diabète de type 2, je vous le répète, et même dans l'obésité dont on a bien stratifié les possibilités, c'est-à-dire les patients obèses avec des IMC à 35 avec facteur de comorbidité, donc le diabète, ou des obésités à 40, on a la possibilité de vous aider à perdre du poids avec des moyens médicaux dans un premier temps qu'il faut mettre en place absolument, avant d'aller même parler d'un traitement chirurgical à votre obésité. Parce que ce traitement chirurgical est un moyen d'aide et il n'est pas une solution ni une finalité. Donc, il faut, et je le dirai et je ne le dirai pas assez,
équilibrer votre alimentation, vous réapproprier vos sensations internes de signaux qui régulent l'alimentation, c'est-à-dire vous réapproprier la faim, savoir ce que c'est. La faim, c'est une sensation désagréable qui nous prend dans l'estomac, qui nous donne même un peu envie de vomir et qui nous dit que là, notre corps a besoin absolument d'être, comment dire ça, fourni en carburant. Donc, il faut manger à ce moment-là. Et la satiété, c'est lorsque cette sensation désagréable s'estompe. Mais la réplétion, c'est parce que j'ai dépassé la satiété, j'ai rempli au point que si on vient m'offrir à la fin de mon repas mon péché mignon, je ne trouve pas de place pour le prendre. Je vous déclinerai l'offre. Ça, c'est la réplétion. Et ça, c'est ce vers quoi il ne faut pas aller. Il faut s'arrêter lorsque la sensation de faim a disparu. Voilà, il faut vous réapproprier tout ça et il faut travailler les troubles du comportement alimentaire. Ces troubles du comportement alimentaire qu'on estime peu, qu'on ne voit pas toujours parce que voilà, c'est des travers de comportement qui sont un peu ancrés dans nos habitudes. Je rentre du boulot, j'ai stressé énormément, j'ouvre le frigo, je m'attaque sur ceci, je m'attaque sur cela, ça apaise, ça soulage, mais c'est un travers de comportement. Et ces travers de comportement-là, il ne faut pas avoir peur de les prendre en charge. Il y a des accompagnements diététiques et psychologiques qui vous aident justement à prendre conscience de ces comportements déviants vis-à-vis de l'alimentation et qui vont vous aider par la suite à corriger cela ou à les contrôler, à savoir comment les contrôler. Et ensuite, il faut mettre en place une activité physique régulière. Je ne cesserai de le dire, il faut se réentraîner à l'effort petit à petit en fonction de ses capacités actuelles et puis tenter de les augmenter progressivement. Ceci s'appelle augmenter le métabolisme de base, ce métabolisme de base qui nous permet de brûler nos calories, donc de consommer l'énergie qui nous a été fournie par l'alimentation. L'alimentation est le moyen pour nous de vivre. Ce n'est pas ce qui doit régler tous nos problèmes. L'alimentation n'est pas là pour ça. Elle est là pour que nous puissions vivre. Elle est là pour que nous puissions chaque jour pouvoir vaquer à nos occupations et faire ce qu'il faut. Il faut savoir qu'Homo sapiens, très peu d'Homo sapiens étaient obèses, même si dans les grottes, on dessine quand même certaines femmes avec des formes, mais Homo sapiens s'alimentait pour la survie, on avait quand même très peu d'obésité en ces temps-là. Bon, après, vous me direz, personne n'y était pour aller vérifier. Donc, mais sachez que quand même, la suralimentation, la surabondance alimentaire qu'on a développée au sortir des guerres, de la deuxième guerre mondiale essentiellement, a fait que quand même l'explosion de l'obésité s'est faite dans nos sociétés. Et en Afrique, c'est ce qu'on a appelé la transition nutritionnelle, la modification de nos us et coutumes et l'occidentalisation qui fait que l'obésité a pris plus de propension qu'elle n'avait avant. Avant, effectivement, les femmes, quand elles allaient en mariage, pouvaient être minces, mais il fallait qu'elles soient bien enrobées pour prouver à sa famille que le mari s'en occupait bien. Donc, tout ça, ce sont des dogmes qu'il faut aujourd'hui briser, et puis essayer de gérer l'alimentation maintenant de manière intelligente. Voilà, donc... Alors, je ne répondrai pas à Francesca qui me demande si le diabète est une maladie héréditaire. On en a parlé dans les lives antérieurs. J'amènerai Francisca à justement aller les consulter pour voir également ce que Diabète 66 vous propose comme possibilité. Comment puis-je éviter l'hypo si je fais du sport automobile ? Si vous faites du sport automobile, il ne vaut mieux pas partir en hypo, ça c'est sûr. Il faut vous resucrer, il faut vous alimenter, il faut partir avec une glycémie quand même qui soit conséquente. Et je ne sais pas comment vous allez faire, Jonas, parce que si vous êtes au volant de votre voiture, comment vous surveillez. Mais
on va encore essayer de voir si vous avez des questions sur obésité et diabète, sœurs jumelles ou sœurs ennemies. Voilà. Bon, ben après, les questions sont essentiellement centrées sur les types de diabète. Je vous invite à vous référer à tous nos lives. Hein. Vous les avez toujours en ligne. Vous pouvez les consulter également les articles. Nous retenons effectivement les questions que vous nous posez et nous irons en répondre soit par des posts d'articles pour répondre à des groupes de questions qui reviennent sur la même thématique, soit nous les traitons en e-live. Voilà. Mais nous souhaitons quand même que vous soyez beaucoup plus nombreux à nous susciter dans les thématiques que nous traitons pour vous, hein, pour votre éclaircissement et pour ce temps de partage que nous organisons tous les vendredis de manière hebdomadaire en échange avec vous. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et pour les questions que vous avez posées. Je remercie encore une fois la francophonie de manière générale d'avoir été présente à cette e-live conférence. La prochaine sera animée par le docteur Amina Radawi et la thématique vous sera communiquée dans la semaine. Moi, qui suis votre humble servante, oui, c'est ce qu'on dit, je vous dis au revoir et vous remercie pour votre participation. 90 vues, je vous remercie et j'embrasse les 90 personnes qui, ici, nous encouragent à poursuivre ces lives. Mesdames et messieurs, passez un bon week-end, passez une bonne semaine et tous mes voeux les meilleurs pour cette nouvelle année. Je vous souhaite bien sûr 20 de santé. Merci, au revoir, à la prochaine.